ici une question peut-être négligée dans la vaste question, une sous-question négligée dans la vaste question des architectures de mémoire et des bases de données, celle de leur localisation. Pour aller très vite, on pourrait dire que le savoir s'est largement constitué contre la localisation. Avec l'apparition de l'écriture, puis de l'imprimerie, le savoir s'émancipe des lieux. C'est une manière de lire cette histoire technologique, si on peut dire. Le texte, tablette d'argile, cire, rouleau, papyrus, parchemin, le livre, manuscrit, recopié, imprimé, le texte devient le principal moyen de la production et de la diffusion du savoir. Dans ce mouvement, le savoir s'émancipe de son premier support, qui est le corps, celui du témoin, celui du savant, celui de l'auteur. Il est libéré de la mémoire et de la voix individuelle, de la coprésence entre destinateur et destinataire. Il est libéré du lieu, notamment par l'inscription, l'enregistrement, la captation, tout ça comme vous voulez, et la dimension allographique de l'écriture, qui la rend indépendante de son support, et par la reproductibilité et la portabilité du livre. Le savoir est ainsi largement délocalisé. Et cette délocalisation est aussi probablement intimement liée au développement de l'idée d'une universalité, une hypothèse, passer du singulier au particulier, du général à l'universel. C'est non seulement étendre le domaine des objets étudiés et la communauté des sujets savants, c'est aussi délocaliser le savoir. Donc, je suis sensible à cette citation que Compost nous donnait tout à l'heure de Didier Berman, puisque je vais m'intéresser à la question de la trace aussi. Le paradoxe, évidemment, et je passe vite là-dessus, deux paradoxes de cette délocalisation du savoir. La diffusion du savoir sur un vaste territoire est vite accompagnée du désir tout à fait fantasmatique de totalisation, ce qui revient à une sorte de relocalisation. C'est sûr que la figuration de la banque de données, c'est une tentative de relocalisation. On se met à rêver, et dans l'histoire, ce sont des phénomènes qui me semblent intéressants dans ce contexte, on se met à rêver au moment où le savoir se délocalise, on se met à rêver au livre des livres, on pourrait appeler pour aller vite l'encyclopédie. On se met à rêver aussi au lieu des lieux, qui contiendrait le monde entier métaphoriquement ou métonymiquement, et tout le savoir du monde dans une seule architecture. Et donc on se souviendra du muséum alexandrin, qui, contrairement à la latinisation du mot, signifiait à l'origine un assemblage d'institutions très différentes, une université, une bibliothèque et un musée. Donc délocalisation du savoir, radicale, qui est accompagnée du fantasme d'une localisation extrême. L'autre paradoxe, c'est celui-là, c'est que notre délocalisation contemporaine est évidemment pas du tout une délocalisation réelle, puisqu'il y a ces parcs d'ordinateurs. Vous avez en haut celui de Google, ensuite celui de Apple, et en bas celui de Facebook. Et il y en a plusieurs parcs, on a parlé de la délocalisation des données. Et l'autre, le revers ça c'est le revers du cloud, si on peut dire, l'autre revers, donc c'est les e-waste, et ça se trouve évidemment pas dans les mêmes pays exactement, hein, les parcs de l'e-waste. Et donc ça c'est l'autre paradoxe de la délocalisation du savoir. Alors la révolution numérique, évidemment, comme on vient de voir, a radicalisé cette délocalisation avec l'ordinateur personnel et surtout le réseau, avec leur capacité illimitée ou quasiment illimitée de stockage, de traitement, de distribution et d'échange. Le savoir est aujourd'hui plus que jamais délocalisé avec la dématérialisation et la circulation des données, production, stockage, réception, etc. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est une autre chose qui me semblait quand même imprévue. On va entendre le spécialiste de l'informatique peut-être confirmer ou infirmer tout ça, c'est le développement des plateformes mobiles. Alors, dans les années 2000, ils ont commencé à apparaître, mais c'était quand même quelque chose de très marginal et c'est devenu un paradigme dominant très rapidement. Après l'ordinateur personnel et le web, les vagues suivantes de la révolution numérique vont compliquer les choses. Téléphone intelligent, plateforme mobile et surtout plateforme mobile dotée d'un écran et d'une caméra, d'une connexion Internet et de technologies de localisation. Boussole, accéléromètre, gyroscope, GPS, ce sont des choses très inattendues. Et tout à coup, les données virtuelles sont relocalisées dans l'espace réel et leur utilisation est automatisée en temps réel et leur articulation entre les deux, est automatisée en temps réel selon la position spatiale et temporelle de l'usager et son déplacement. Or, ces technologies transforment l'espace intime comme l'espace public en établissant des relations multiples entre la ville et le web, entre les objets du monde et la banque de données, entre les communautés physiques et les réseaux virtuels. D'un côté, les données physiques sont localisées sur le web, souvent par l'intermédiaire de logiciels et d'interfaces cartographiques, ce qui peut m'intéresser
première partie de mon exposé. D'un autre, les données virtuelles sont souvent localisées dans l'espace physique, notamment par le moyen d'applications de réalité augmentée. Cette nouvelle condition continue de nourrir une certaine délocalisation du savoir. On peut désormais et plus que jamais produire et recevoir des données n'importe où, mais en même temps, on peut aussi produire et recevoir des données, cueillir, analyser, ordonner, produire et présenter des données relativement à la position qu'on occupe au moment précis où on s'y trouve. Or, le savoir, qui était souvent mis en série selon la logique ou la chronologie et le récit, succession, causalité, finalité, est maintenant ordonné, mis en espace selon la spatialité et, petite chose légèrement différente de la spatialité, la localisation. L'opposition lieu et espace, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est une longue question qui occupe bien les philosophes. La carte remplace la logique et le récit comme interface principale avec la banque de données. Elle en devient le mode de classement, le mode d'organisation et le mode d'accès privilégié. Le centre de cette nouvelle culture cartographique, il faut bien le dire, celle qui fait dialoguer le web et le monde, est évidemment Google, encore lui. La mission officielle de l'entreprise est explicite: to organize the world's information and make it universally accessible and useful. À l'origine, 95-96, alors qu'il est doctorant à Stanford, Larry Page commence à travailler sur la structure mathématique du web selon la théorie des graphes. En inversant la logique du système, il s'intéresse moins aux liens qui partent d'un site donné qu'aux liens qui mènent à ce site, c'est ce qu'ils appellent les backlinks. Et avec Sergey Brin, un autre doctorant de Stanford, il développe un web crawler, Spider, sorte d'analyseur automatique du web, et un moteur de recherche en même temps, dont l'algorithme de recherche et de classement, le PageRanking, considère non seulement les mots-clés, mais aussi le nombre de liens qui mènent à un site donné, ainsi que le nombre de liens qui mènent au site, qui mènent à ce site. Il y a un deuxième degré dès le départ chez Google, qui se révèlent d'excellents indicateurs de la pertinence des résultats par rapport à ce qu'on a demandé. Quel était le modèle de cette première réflexion sur ce moteur de recherche? Eh bien, c'était le modèle des citations scientifiques. La manière d'évaluer la qualité, automatiquement la qualité d'une publication scientifique, c'est le nombre de citations, mais c'est la qualité de ceux qui vous citent. Donc il y a des manières de repérer ça, et à partir de ce moment-là, on a un système automatique de recherche qui donne des résultats bien plus pertinents que tous les concurrents. Et à partir de là, c'est ainsi que Google est né dans un laboratoire de Stanford, qui est d'ailleurs associé à le projet d'une banque de données de livres numériques, qui était associé, le professeur de ces deux hommes travaillaient là-dessus, ils étaient impliqués à titre de doctorat dans ce projet. Alors, mais c'est quand même surprenant de voir qu'à partir du petit moteur de recherche, Google prend une expansion fulgurante pour devenir une plateforme globale d'accès au web, un mode de vie évidemment. Ça, c'est les premières interfaces de Google avec la version bêta que vous avez en bas. Un mode de vie même avec, je cite en vrac, un navigateur, un réseau social, Google+, des outils de productivité, évidemment, et des contenus, YouTube, n'achetez pas, un centre de divertissement, Google Play, un service de cloud computing, et pionnier là-dedans, un système d'opération mobile, Android, et beaucoup de recherche et de développement du côté de la robotique, Google Car, la domotique, les maisons intelligentes, l'intelligence artificielle, ils viennent d'acheter une compagnie qui travaille sur les algorithmes inspirés des systèmes neuronaux, et peut-être même des biotechnologies. L'un des pères de la recherche-développement chez Google pense que Google doit travailler dans ce sens-là, notamment l'arrimage. Vous allez nous en dire plus là-dessus après, l'arrimage entre donc, les machines du corps, puisque c'est l'objectif. Mais dans cette histoire, la cartographie est un développement soudain et imprévu. Ça n'a pas cessé de me surprendre. Moi qui ai assisté à l'arrivée de Google Maps, comme certains d'entre vous plus très consciemment, c'était une surprise. On a un moteur de recherche qui vient d'écraser la compétition, Yahoo, AOL, etc., et qui va... Alta Vista, oui, qui était ils les ont battus sur l'algorithme, la pertinence. Et tout d'un coup, ils s'intéressent, ils sortent Google Maps. Alors c'est ça qui est imprévu, qui semble être soudain, prévu, inexplicable, et pourtant seul l'est.
peut-être inquiétant aussi, qui mérite d'être interrogé. Donc en 2004, Google acquiert Where2 Technologies, une compagnie danoise fondée l'année précédente qui a développé Expedition, un logiciel cartographique qui deviendra l'année suivante, donc entre 6 mois et 1 an, Google Maps, une application web. Donc c'est un logiciel qui devient application web avec les membres de la compagnie. En 2004, même année, Google acquiert ZipDash, une compagnie qui travaille sur l'analyse de la circulation en temps réel, basée sur une forme de crowdsourcing. Alors je détaille parce que c'est le principe de Google ici d'une certaine manière, basée sur une forme de crowdsourcing implicite, on appelle ça comme ça, implicite crowdsourcing, mais implicite ça veut dire involontaire, ou plutôt qui est basée sur l'intensité et la durée des communications cellulaires entre les usagers pendant l'heure de pointe. Alors comment est-ce que avant ça on faisait la circulation sur les sites web? C'est qu'on faisait l'historique de la circulation depuis 2 semaines, 1 mois, chaque année à l'automne, et on fait une sorte de prospection pour la circulation Internet. Maintenant, Google, avec ce système-là brillant, on peut savoir le nombre de communications cellulaires au moment de l'heure de pointe entre les... Et une conversation longue n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas une conversation pertinente. Une conversation courte a de l'intérêt parce qu'on veut dire « je vais être en retard au souper ». Et à partir de ces analyses-là, puis des algorithmes d'une grande complexité, on peut faire quasiment en temps réel l'analyse de la circulation mieux que toutes les analyses qu'on peut faire par satellite ou d'autres moyens. Alors ça, c'est très important, cette idée du crowdsourcing involontaire. La technologie est intégrée à Google Maps en 2007. Toujours en 2004, cette année où Google décide que la cartographie est un truc majeur, Google acquiert Keyhole, une compagnie de visualisation des données géospatiales qui a conçu, avec un investissement de la CIA, la suite logicielle Earth Viewer, qui deviendra en 2005, 1 an plus tard, Google Earth. Et en 2007, Google inaugure Street View, comme une entreprise complètement folle, photographier le monde. Il faut vraiment une autre cartographie du monde, réalisée cette fois par la photographie panoramique. Quelques années plus tard, Google va commencer donc à cartographier, comme vous le savez, les intérieurs de certains édifices grâce au plan d'intérieur accessible sur Google Maps et à la Business View, c'est dans la dernière version de ça, qui nous permet donc d'avoir des photographies. Et en 2008, Google lance l'application mobile Google Maps pour Android, 2012 pour iOS, avec un système de navigation en temps réel, qui est l'application la plus populaire sur le téléphone. Et enfin, Google Earth mobile, qui intègre Street View et qui rend la banque de données disponible dans l'espace physique selon une logique cartographique. Ce qui, à l'origine, et c'est ça qui est surprenant, ce qui à l'origine semblait n'être qu'un supplément au moteur de recherche, friendly, pour avoir plus d'usagers, un simple planificateur d'itinéraire, route planner, allait devenir une véritable plateforme, une nouvelle interface avec la banque de données et avec le monde. Google Earth, je vais passer sur Google Earth pour vous simplement vous montrer, peut-être que vous connaissez Google Earth, c'est moins populaire que Google Maps, mais c'est vraiment l'application ou le site web qui intègre toutes les données cartographiques, entre autres données. Donc je vais sauter là-dessus. Donc on peut s'étonner, et puis quelques petites choses, c'est intéressant de voir comment l'historicité arrive chez Google, c'est la question qui m'intéressait le plus ici, comment par exemple dans Street View, vous avez remarqué que ce qui vient d'arriver c'est l'historicité, c'est-à-dire on peut avoir, il y a à peu près, ils ont photographié 10 fois Montréal, je crois 10 fois Paris, et donc on peut avoir accès, quand on est dans un lieu sur Street View, on bouge le curseur en haut et on peut avoir toutes les images de votre maison, de votre quartier, bien aligné au bon endroit. L'autre chose qui était intéressante aussi, c'est Google lançait il y a 2 mois aussi Your Timeline, enfin cette année, qui permet de voir sa location history avec la date et l'heure de tous ses déplacements sur une carte. Vous aviez la carte et vous saviez exactement tous vos déplacements. Au départ, cette localisation était automatique, les usagers s'en sont inquiétés et Google a rendu cette localisation optionnelle. Mais vous pouvez aller dans votre téléphone et dire « je veux que ma location history soit reportée sur une carte ». Alors imaginez 2 ans, ça va, mais imaginez toute une vie avec Facebook qui a votre timeline et puis Google qui a votre location history. Alors, donc on peut s'étonner de la générosité de Google. On peut s'étonner de la générosité de Google qui offre tous ses produits gratuitement, il faut vraiment le souligner,
Mais il faut comprendre que cela fait partie de son modèle d'affaires, très particulier, un modèle d'affaires qui tend à généraliser d'une certaine manière. La principale source de revenus de Google n'est pas dans la vente aux particuliers, elle est évidemment dans la vente de publicité et de données aux entreprises. Et quand on regarde les états financiers de Google, c'est 90% publicité. Le problème, c'est celui-ci, 80% de publicité. Vous regardez votre page de Google, est-ce que c'est une page publicitaire? Mais il y a très très peu de publicité dans l'environnement Google quand vous comparez à Facebook. Ça veut dire quoi, publicité? C'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire, publicité? Alors, sur la page des résultats de recherche, il y a les AdWords qui permettent d'obtenir une place privilégiée dans les classements de recherche. L'analyse des requêtes et l'historique des recherches des usagers permet de faire du target marketing. Le YouTube, c'est plus évidemment comme ça. Maintenant, quand on dit les vidéos associées, c'est associé à quoi? C'est pas associé aux vidéos que vous venez de voir, c'est associé à votre historique de recherche. C'est pour ça que vous voyez revenir comme des cauchemars des vidéos que vous avez vues il y a quelques mois. Hein. C'est vraiment associé à votre historique de recherche. Alors, les requêtes historiques de recherche des usagers permettent de faire du target marketing et de présenter des liens et des produits intéressants pour eux dans le contexte du site. Mais somme toute, la publicité reste ici discrète et la compagnie prenant soin d'entretenir partout cette image amicale, cette culture de gratuité et de collaboration aussi, c'est très important. La grande source de revenus, c'est le data mining. Google Analytics en 2005 est devenu Universal Analytics, ce qui se tient dans des mots, c'est quand même très important, qui est disponible en freemium pour tous ceux qui font des sites web associés à Google, mais en premium pour les entreprises, et de cela, cet exemplaire, donc, qui permet non seulement de compter les visites sur un site, mais aussi de suivre les visiteurs sur le web et sur plusieurs plateformes. Pourquoi tout le monde s'en va sur le mobile? Parce que c'est devenu la plateforme principale et pas la seule. Donc, c'est ce qui se passe à travers les plateformes, c'est ce qui se passe d'une plateforme à l'autre. Donc, on peut suivre les visiteurs sur le web et sur plusieurs plateformes. Le moteur de recherche gratuit permet aussi d'obtenir des données extraordinairement précieuses, plus précises et plus prédictives que tous les sondages, car elles sont obtenues en temps réel sur les tendances sociales les plus complexes, au moment même où elles s'esquissent, avant qu'elles ne deviennent fortes et à quelques jours d'avance. Par exemple, Google peut donner des informations sur le développement de la grippe, les mouvements du marché immobilier et bien sûr de la bourse, selon des mots-clés et surtout selon l'historique des recherches des usagers et bien sûr leur localisation et leur itinéraire, si on parle de la grippe, etc. Il n'est pas étonnant que Google favorise cette image amicale, cette culture de gratuité et cette idée de user-generated content, comme YouTube, ou de collaboration. La fiabilité des données comme ses profits dépend du bassin d'usagers. Il y a même des auteurs, je ne suis pas, qui parlent d'un nouveau type d'esclavage, puisque c'est de user-generated data, mais du unpaid labor d'une certaine manière aussi. Donc ça, c'est très... si on prend un modèle différent, celui de Wikipédia, qui est aussi intéressant, mais qui entretient un rapport avec le monde un peu différent, c'est la plus grande encyclopédie en ligne, et pourquoi pas, on peut le dire, du monde et de l'histoire. La plus grande encyclopédie, 37 millions d'articles, 250 langues, 5 millions en anglais seulement, un record battu ce mois-ci, 1,7 million d'articles en français, 500 millions de visiteurs différents par mois, 18 milliards de visites depuis son inauguration. Sur bien des pages de Wikipédia, le lieu, autant que la date, constitue une information importante pour certains articles. Les coordonnées, la carte géographique se trouvent en tête des articles quand c'est pertinent. Mais la localisation dans Wikipédia n'a jamais joué un rôle clé dans cette sorte de banque des données qui est l'encyclopédie. Ceci dit, depuis 2011, Wikipédia offre une application mobile qui permet de consulter et de modifier les articles de l'encyclopédie à tout moment, en tout lieu. Dans cette application, l'accès aux données est assuré par la recherche par mots-clés, catégories, portails thématiques comme sur le site web, mais aussi selon d'autres modalités, notamment le aujourd'hui, vous allez avoir les articles qui ont été les plus récemment créés, mais aussi le hasard, n'importe quel article, vous demandez à la machine de vous donner n'importe quel article, et surtout la question de la proximité. Vous pouvez décider de faire venir sur votre plateforme mobile les articles qui concernent votre localisation. Sur cette dernière fonction, vous pouvez avoir une liste d'articles qui sont liés à votre géolocalisation dans un rayon de 3 km avec une image, un chiffre, une flèche qui vous indique en temps réel et dans quelle direction et à quelle distance se trouve le référent pertinent. Donc il y a plein de logiciels qui faisaient ça
avec les articles de Wikipédia avant que Wikipédia s'en charge. Vous en avez quelques exemples ici, Nearest Wiki et World Explorer, qui permettaient aux usagers depuis quelques années d'avoir accès aux articles. Alors c'est très intéressant, pas en pratique, pas tant que ça en pratique, mais du point de vue, disons, historique et théorique, c'est cette idée que la plus grande encyclopédie du monde, elle est partiellement localisée, hein, elle est attachée à ses référents. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Et ce dispositif permet une historicisation de l'espace réel dans une large mesure. Donc je passe un petit peu sur le fonctionnement de Wikipédia, parce que c'est quand même très intéressant, les principes de Wikipédia, si on les compare à ceux de Google, avec ce résultat que pour financer Wikipédia, ils nous demandent $20. Hein. Donc ce qui m'intéressait surtout, moi, c'est la question, donc, dans ce contexte, de la localisation de la banque de données dans l'espace physique. Et donc je passerai vite sur un petit inventaire des modalités de cette inscription de la banque de données dans l'espace physique. Donc les objets peuvent être, souvent les informations de la banque de données sont localisées dans l'espace physique sur le mode de l'annotation. L'annotation textuelle ou l'annotation avec quelques images, des cartouches, si on peut dire, mais très simples. Et ça, ça existe depuis le début de la réalité augmentée. Mais les choses qui sont les plus intéressantes, donc je m'intéressais, comme je vous le disais, à la question de comment l'histoire est inscrite dans l'espace, le savoir historique est inscrit dans l'espace réel. Mais les choses qui tendent à se développer parallèlement au modèle de l'annotation, c'est un modèle un autre espace, qui n'est pas un espace de données, qui est un espace plus perspectiviste. Par exemple, vous avez ici le contenu du musée de Londres, Museum of London. Ils ont pris numérisé une partie de leur collection d'images, de tableaux, et ils les ont insérés dans l'espace public. Donc, quand vous mettez l'application Street Museum avec la modalité, le mode réalité augmentée, vous vous promenez dans la ville ou à des endroits dits sur votre carte, et vous voyez apparaître des images qui sont suspendues dans l'espace et qui tiennent, hein, là où elles doivent se tenir, et vous pouvez, en choisissant votre point de vue, aligner l'image sur le réel. Donc il y a déjà un alignement de la donnée, c'est pas simplement une localisation, c'est un alignement de la donnée sur l'espace physique selon un point de vue et les voies de la perspective. Vous avez aussi une autre application de ce type qui a été produite pour le mur de Berlin, l'histoire du mur de Berlin, ça s'appelle Time Traveler. Alors ça c'est... et il y a aussi d'autres modalités. C'est vraiment l'inscription dans l'espace réel, donc pas localisation, pas simplement alignement, mais l'alignement d'objets tridimensionnels. Alors c'est des objets tridimensionnels construits avec des logiciels de modélisation 3D. Les applications permettent ainsi de restaurer par la réalité augmentée un intérieur, une architecture, une ruine, en y ajoutant un fragment, un élément architectural, un décor, parfois même un environnement virtuel complet. Et d'autres applications, et celles-ci sont embryonnaires mais elles vont tendre à devenir dominantes, permettent d'ajouter, ça c'est un exemple plus local, jumiège 3D. Donc sur la ruine avec la tablette, on peut voir l'église telle qu'elle était et la comparer avec la ruine actuelle. Virtual History Roma, toute la ville de Rome antique est modélisée sur Internet et on peut faire dialoguer cette ville entière sur les forums romains, une partie de la ville réelle. Mais donc une autre chose qui va se développer, c'est vraiment la modélisation de personnages 3D qui sont parfois filmés à l'heure actuelle, parfois entièrement modélisés. Lorsqu'ils sont entièrement modélisés, ils deviennent interactifs et tridimensionnels, évidemment. Et on peut voir ici tout le monde du jeu vidéo qui peut être transféré dans l'espace réel. D'ailleurs, ils travaillent avec les mêmes logiciels, Unity, etc. Donc les espaces, les objets tridimensionnels, les personnages sont parfaitement alignés, sont parfaitement positionnés, alignés dans l'espace physique, et de tout point de vue, ils peuvent être mobiles même, et on peut donc dialoguer avec eux, circuler autour d'eux. Donc des formes embryonnaires à l'heure actuelle, vous avez un cas ici qui s'appelle Past View CV, où donc avec des lunettes de réalité virtuelle, vous pouvez voir la ville de Séville au XVIe, XVIIe siècle, et avec quelques personnages devant. Donc, pour conclure à ce sujet, donc,
Et il y a des pratiques aussi qui ne viennent pas des institutions municipales, muséales, etc., mais qui viennent d'artistes et qui ont utilisé ces technologies pour réintroduire une histoire alternative qui n'aurait pas été officiellement mise de l'avant par les institutions de pouvoir politique. Par exemple, c'est Four Gentlemen qui ont fait donc une modélisation 3D de la photographie iconique de cet étudiant qui résiste au char sur la place Tiananmen et qui ont fait l'application qui permet de réintroduire le char, l'étudiant, sur la place Main. Évidemment, c'est pour un cercle très fermé, mais quand on pense que sur la place Tiananmen, il n'y a aucune référence à cet événement, n'existe tout simplement pas. Même chose, par exemple, pour d'autres artistes qui ont travaillé sur la frontière mexicaine et qui ont installé des squelettes partout où des Mexicains qui tentaient de fuir leur pays ont été abattus par des Rangers à la frontière. Donc ces pratiques, évidemment, revisitent des formes traditionnelles de localisation du savoir. Alors, il y a une sorte, on peut penser au monument, qui est une forme clé de savoir localisé. Il y a aussi le guide touristique, on ne peut pas faire de discrimination ici, qui est une sorte de savoir localisé, un parcours localisé. Mais ce qui m'intéressait ici, c'est de me demander quelles étaient les fonctions de la localisation du savoir. Qu'est-ce qu'on perd quand le savoir est délocalisé? Qu'est-ce qu'on gagne quand il est relocalisé ou localisé? Dans Temps et Récit, donc après avoir longuement réfléchi au rôle médiateur du récit, de la mise en intrigue, dans la synthèse de l'expérience et dans l'articulation, ce qui importe à Ricoeur, de l'expérience subjective et des représentations objectives du temps, Ricoeur identifie une autre médiation, ce qu'il appelle un tiers-temps, c'est le temps historique, une sorte de médiation entre le temps subjectif et le temps plutôt objectif de nos représentations. Et dans un des chapitres, il s'intéresse à ce qu'il appelle des procédures de connexion, 3 médiations, 3 opérateurs que l'historiographie met en œuvre pour refigurer le temps. Très joli. La suite des générations, c'est un médiateur temporel, c'est-à-dire c'est faire le lien entre le passé et le présent. Les archives, les documents et les traces, évidemment, un document c'est un médiateur de temps. Et le calendrier. Le calendrier, c'est un moyen de faire... Pourquoi le calendrier ça prend un calendrier qui peut me dire où je suis, moi. Et si je mets une date sur le calendrier, je peux savoir où je me situe dans le calendrier, je peux situer les événements du passé par rapport. Donc c'est très joli cette idée des opérateurs, des médiateurs de temporalité. Et je pense qu'on pourrait très bien considérer que le lieu est une sorte d'opérateur temporel sous la modalité de la trace. Le lieu pourrait bien être l'une des formes de la trace, au même titre que le fragment et que l'empreinte. Il participe de la logique de l'index, au sens pieucien du terme, ou plus en vertu d'une contiguïté physique, évidemment, et même d'une logique de l'indice, si on veut faire cette distinction entre indice et index, en vertu d'une relation causale, ou on pourrait dire en vertu d'une proximité spatiale et d'un éloignement temporel. Je suis à l'endroit où les choses se sont passées, mais les choses passées donc ont disparu. Et c'est pour ça donc il présente une modalité renforcée du ça a été barthésien, une sorte de ça a été ici, ça a été ici. Et c'est pour ça que le lieu peut acquérir, qu'il reste des choses ou non dans ce lieu, qu'il reste des choses ou non dans ce lieu, une aura et une présence réelle. Et c'est en cela sans doute qu'il peut jouer un rôle important dans la transmission. Alors ce qui est surprenant dans ce savoir localisé, c'est qu'on assiste actuellement à une sorte de développement inattendu de ce côté, du côté de la réalité augmentée. La réalité augmentée privilégie elle aussi l'image et l'indice, mais dans des proportions variables. Parfois l'indice est central, c'est-à-dire ce qui reste dans le lieu qui fait référence au passé. Parfois l'indice est central et l'image ajoutée n'y fait qu'y suppléer, par exemple dans le cas de Street Museum, selon la logique de la restauration ou jumiège 3D. On a une ruine, l'image synthétique dans ce cas-là vient, avec peu de photographie, vient s'ajouter, et je pense qu'on peut dire que c'est un usage de la réalité augmentée selon la logique de la restauration. Mais souvent, l'indice n'est qu'une amorce mimétique, on pourrait dire, ou un décor, un simple point de départ, ou un arrière-plan, et l'image, elle, est omniprésente, selon la logique de la reconstitution. Bon, j'oppose ces deux logiques un peu rapidement, on pourrait en parler longuement, mais il y a quand même une grande différence entre la restauration et la restitution du point de vue de la logique de l'icône ou de l'indice. La reconstitution, il importe peu dans la reconstitution si on a affaire avec des choses, des objets originaux. À la reconstitution, il y a toutes sortes
de manières de reconstituer, notamment avec les jeux de réalité alternative, les historical reenactment, les gens se déguisent comme au 18e avec des copies, etc. Donc, mais tout ce que je voulais dire, il y a une muséographie immersive qui peut nous faire penser que cette idée de la reconstitution va primer sur le principe de la restauration, et on peut se demander ce qui se perd à ce moment-là. Ceci dit, je ne prends pas position là-dessus, je ne suis pas contre l'immersion. Voilà, donc j'ai fait un peu vite, mais j'ai parlé vite, mais j'ai parlé longtemps.